Merci Laurent. Donc, nous allons écouter le professeur Nathalie Cassou sur chirurgie des tumeurs, le cas particulier de l'œil. Nathalie dirige le département d'oncologie chirurgicale de l'Institut Curie. Elle est le chef du service d'oncologie oculaire et elle a déjà présenté il y a devant cette académie une communication il y a quelques années, si je m'en souviens pas. Sa réputation et sa notoriété sont internationales. Nathalie, nous t'écoutons. Merci beaucoup de cette introduction. Monsieur le Président, mes chers collègues, je remercie bien sûr Laurent Laroche et Françoise Foussard-Maille de leur gentille invitation et j'en profite pour avoir une affectueuse pensée pour mon maître Fouque-Louan. Donc vous le savez, bien qu'on entend beaucoup parler de thérapie ciblée, d'immunothérapie, etc., la chirurgie reste incontournable dans le traitement des tumeurs, de la majorité des tumeurs solides, à un stade évidemment localisé. Même si cette chirurgie est associée, peut être associée avec une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante, ou une radiothérapie adjuvante, ça reste quand même un levier central au traitement des tumeurs solides à un stade localisé, et qui permet aujourd'hui encore de guérir les malades. Le problème, ça va être le problème de ces cancers qui se développent dans le globe, au niveau du globe oculaire, avec toutes les particularités que je vais vous parler. Donc cette chirurgie des tumeurs solides, alors ce qui est important, c'est que les ophtalmologistes soient informés, parce que ce n'est pas toujours le cas, de ce que c'est qu'une résection chirurgicale de qualité, notamment la définition histologique de la résection chirurgicale. Ce n'est pas toujours évident pour mes collègues ophtalmologistes. Et vous le savez bien qu'une chirurgie R0, c'est une résection macroscopique et histologiquement complète, avec des marges de sécurité suffisantes qui dépendent du type de tumeur, qui ont été fixées par un certain nombre de sociétés savantes. La chirurgie R1 est une chirurgie macroscopiquement et histologiquement complète, mais avec des marges insuffisantes. Et la chirurgie R2, une résection incomplète, marge verge envahie. La qualité de la résection chirurgicale, elle est extrêmement importante pour la survie sans récidive et la survie sans métastase. Ça a été largement maintenant montré et toutes les sociétés savantes ont contribué à un grand nombre de référentiels. Donc une chirurgie oncologique de qualité, ça doit être R0 avec des marges en fonction de la nature histologique de la tumeur et suivant les recommandations des diverses sociétés savantes et de l'INCa. Au niveau de l'œil, on a un certain nombre de tumeurs sur lesquelles on va revenir, en particulier des carcinomes basocellulaires pour la paupière et des mélanomes. Et on va être obligé, pour l'œil, de réduire les marges qui sont normalement recommandées. Voici les tumeurs malignes en cancérologie oculaire. Au niveau des paupières, le numéro 1, bien sûr, c'est comme la peau, le carcinome basocellulaire. Mais il y a aussi des carcinomes épidermoïdes, des mélanomes, des carcinomes sébacés, des marquettes particulièrement agressives. Les tumeurs de la conjonctive sont essentiellement représentées par le carcinome épidermoïde invasif et le mélanome conjonctival invasif. Au niveau du globe oculaire, c'est essentiellement le mélanome choroïdien. Après, il y a d'autres tumeurs plus rares, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et l'orbite, il peut y avoir à peu près tout dans une orbite. La problématique, c'est que on doit suivre les principes généraux de la chirurgie carcinologique classique, un bilan de diagnostic, un bilan d'extension, avec un but, c'est d'avoir une chirurgie R0, mais vous allez voir que c'est rarement possible. Des marges en fonction du type histologique sur lequel on va devoir un petit peu revenir. Et bien sûr, le patient va suivre un parcours patient avec une consultation d'annonce et un passage à RCP comme toute tumeur des autres organes. Sauf qu'on est au niveau d'une situation anatomique particulière. En outre, on travaille sur un organe pour lequel, symboliquement, les patients sont toujours très difficile pour un patient de lui proposer une ablation de l'œil, voire une exentération antérieure. Donc le but, ça va quand même être d'éviter des chirurgies mutilantes, mais tout en étant quand même efficace, parce que il faut garder la guérison du malade en perspective, essayer de préserver la fonction, mais c'est plus compliqué. Des problèmes, vous les voyez assez simplement sur le schéma de gauche
Vous avez donc un œil de face. La paupière, c'est pas très important, hein, ça fait 30 mm de long pour 10 de haut. Donc une tumeur qui se trouve au niveau de la paupière, ça va être un petit peu compliqué de prévoir des marges symétriques. Il y a également au niveau de la paupière supérieure un écueil majeur qui est la glande lacrymale principale, qui sont sous la paupière supérieure et qui va nous poser tout un tas de problèmes. Et puis plus accessoirement les canalicules lacrymaux. Et si on prend les tumeurs de la surface oculaire, que ce soit au niveau de la conjonctive ou intraoculaire, si on veut faire une chirurgie R0, vous voyez que c'est complètement impossible. Donc pour ce qui est des paupières, les marges vont être adaptées au type histologique, mais elles seront toujours inférieures à ce qui pratique les dermatos pour les raisons que je viens de vous dire. Et sachant que plus le volume de la tumeur est important, plus il faudra faire une exérèse assez large, voire l'exérèse de la totalité de la paupière supérieure, avec des reconstructions plus ou moins complexes. Pour les tumeurs de la surface et intraoculaire, si on voulait être R0, il faudrait soit faire une exentération orbitaire pour une tumeur de la surface, soit faire une énucléation systématique pour une tumeur intraoculaire. Et c'est là qu'on va essayer de contourner ces deux problèmes majeurs. Comment contourner le problème? On va se baser sur la radiothérapie, mais pas n'importe quelle radiothérapie, parce que beaucoup de structures oculaires sont radiosensibles, dont la glande lacrymale, la rétine et la rétine, et que la plupart de ces tumeurs auxquelles on a affaire sont radiorésistantes et chimiorésistantes. Donc les seules techniques qui sont actuellement disponibles, c'est l'irradiation externe par faisceau de protons, qui permet de délivrer des fortes doses sur un volume extrêmement faible, l'écurie-thérapie de contact, avec des disques d'iode de 125 ou de ruthénium, la contact-thérapie ou la tomothérapie. Là, vous avez la toxicité cumulée sur l'ensemble du globe oculaire pour des doses qui sont supérieures à 50 gray. À partir de 30 gray, la glande lacrymale est détruite et le patient va souffrir d'un syndrome sec terrible qui peut amener à une énucléation secondaire pour douleur. On ne peut pas non plus délivrer plus de 60 gray sur une cornée où on aura une perforation et une fonte cornéenne, pas plus de 50 gray sur les paupières. À partir de 45 gray, 50 gray, on aura une rétinopathie radique majeure, massive, avec un glaucome néovasculaire, des douleurs, et il faudra enlever le glaucome oculaire. Donc on ne peut pas délivrer des doses de rayons n'importe comment sur un globe oculaire. Voilà les doses théoriques, doses totales théoriquement nécessaires, tumeurs en place pour traiter un mélanome. Ça va jusqu'à 85-90 gray. Donc on est très au-dessus des doses tolérées par le globe oculaire. Le carcinome épidermoïde, ça va entre 55 et 75 gray. Et donc ça, il va bien falloir qu'on contourne. Pour la chirurgie des paupières et de la conjonctive, pour les paupières, et la conjonctive d'ailleurs, c'est une chirurgie première, encore aujourd'hui, avec une reconstruction en un temps, puisque le rôle de la paupière et de la conjonctive, c'est la protection du globe oculaire, donc on ne peut pas laisser à l'air. Il faut essayer d'aller au plus simple et pas d'aller directement au compliqué, c'est-à-dire qu'il faut commencer par de la chirurgie simple avant de faire des reconstructions très compliquées, parce que ça va gêner après des potentiels besoins de radiothérapie complémentaire ou de reprise chirurgicale. La radiothérapie complémentaire n'est possible que sur la paupière inférieure. On ne peut pas traiter la paupière supérieure. Donc pour la paupière supérieure, on aura un bien plus mauvais pronostic à la paupière inférieure. Et c'est vrai également pour la conjonctive supérieure et le cul-de-sac supérieur, qu'on ne peut pas irradier, toujours à cause de la glande lacrymale principale. Et c'est ces malades qui vont avoir un risque très élevé de rechute, voire d'exentération d'emblée. On ne fait pas forcément une biopsie obligatoirement, sauf si on a vraiment une lésion volumineuse pour laquelle on va avoir une nécessité de reconstruction complexe, puisqu'il faut adapter les marges au type histologique. Si on a un doute diagnostique, là aussi pour s'adapter au type histologique. Et dans certaines suspicions de pathologies particulièrement agressives, comme le sébacé ou le mercure. Les marges d'exérèse, je vous dis, elles sont souvent plus petites que pour les autres localisations en raison de ces problèmes de contraintes locales. Et ce que l'on a fixé globalement entre professionnels et comme référentiel,
c'est que le carcinome basocellulaire, on s'autorise d'avoir 2-3 mm de marge de part et d'autre. Le carcinome épidermoïde, c'est 4 mm de petites lésions, 5-6 c'est une lésion volumineuse. Ce qui veut dire qu'un volumineux carcinome épidermoïde, ça va être une résection de la totalité de la paupière qui soit supérieure ou inférieure. Et le carcinome sébacé, un minimum de 5 mm. Et là aussi, ça va souvent être le cas, qui va devoir faire une résection complète de la paupière. Et on sera certainement plus agressif en paupière supérieure parce que l'on sait qu'on ne pourra pas irradier derrière. Alors qu'on pourra être plus économe en paupière inférieure parce que l'on pourra irradier la paupière en adjuvant. Là, ce sont des schémas qui sont d'un excellent chapitre de l'EMC que j'ai mis à disposition du Stopo. Donc il faut rester simple, les tumeurs qui font un tiers de la paupière inférieure suivent des règles qui s'appellent les règles de Mustardé. On n'est pas obligé de faire des choses très compliquées, on peut faire une suture directe. Et ça permet, après s'il faut faire des irradiations, d'accéder assez rapidement à la paupière inférieure pour y faire des rayons. Si on fait des reconstructions, alors là vous avez par exemple un exemple de cette dame qui a un carcinome ici, basocellulaire de la paupière inférieure, pour lequel la suture directe va être impossible puisqu'on est à pratiquement demi-paupière, qui va avoir une reconstruction par un limbeau pris dans la paupière supérieure, avec un résultat esthétique très correct. Après, pour les reconstructions complètes, il y a autant de techniques d'opérateurs. Ça peut aller des lambeaux locaux, greffe de peau, greffe chondromuqueuse, la fameuse technique de Cutler-Bird, qui a un inconvénient en oncologie, c'est que le délai pour ouvrir le lambeau, c'est au moins 6 semaines, ce qui va ralentir la possibilité de faire une radiation complémentaire quand on en aura besoin. La radiothérapie complémentaire, c'est uniquement pour la paupière inférieure, je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de la paupière supérieure. C'est pour les patients qui auront des marges un peu insuffisantes et qui ont déjà eu une reconstruction complète, des rechutes pour lesquelles la reprise chirurgicale est compliquée, des patients qui ne sont pas opérables, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, et des histologies de mauvais pronostic pour lesquelles on fera la radiothérapie en adjuvant. Une des techniques, c'est la contact thérapie, qui permet de délivrer des rayons sur un tout petit faisceau avec des collimateurs qui vont être designés pour le patient et protéger le globe oculaire, évidemment la glande lacrymale principale, c'est notre problème principal. Ces protections vont permettre de délivrer une dose de radiothérapie adéquate sur un tout petit volume de paupières. Pour les tumeurs malignes de la conjonctive, là aussi la combinaison de chirurgie et de radiothérapie est obligatoire, puisque par définition on ne pourra jamais faire une chirurgie R0, puisque la tumeur est contre le globe oculaire, sauf à faire une chirurgie très large. Donc la radiothérapie, elle est indispensable en post-opératoire immédiat, en adjuvant, et elle ne peut se faire, pour des raisons de dose et de distribution de dose, que par une technique de protothérapie ou par une périthérapie contact. Exception, toujours le même problème, le cul-de-sac supérieur, où là malheureusement on ne peut pas faire de rayon, toujours pour le même problème, la glande lacrymale principale, et ça c'est un facteur de risque pour avoir une exentération après. Le cul-de-sac inférieur et la caroncule, là on ne pourra pas faire proton ni de périthérapie, mais par contre en bas on peut toujours quand même faire de la contacto ou de la torothérapie. Ici vous avez un mélanome de la conjonctive, ici, invasif. Après chirurgie, on aura dessiné le champ d'irradiation, et voilà le volume à irradier en post-opératoire. Et ce volume, on peut le faire soit par proton, soit par périthérapie. Ici, on a une forme de mélanome bien plus étendue, sur mélanose précancéreuse, avec plusieurs foyers ici de mélanome invasif. Là, il faudra faire une chirurgie plus large, d'exérèse de la totalité des lésions suspectes, avec une greffe de membrane amniotique, et on ne pourra irradier que la partie inférieure de l'orbite et des paupières. Alors il faut évidemment éviter toute autogreffe homo ou latérale, c'est complètement interdit. En post-opératoire, et après radiothérapie par contact, on a l'aspect très satisfaisant, le malade vient après 10 ans de recul, on a simplement une kératinisation post-radique de la conjonctive. Ce carcinome épidermoïde invasif,
il va nécessiter une chirurgie d'exérèse qui ne pourra pas être à 0, qui sera donc associée à une radiothérapie complémentaire qui peut être faite ici soit par disque radioactif, soit par proton. Et cette partie-là, qui est du carcinome épidermoïde in situ, sera traitée par de la chimiothérapie en collier. Ce mélanome, par contre, invasif du cul-de-sac supérieur, il est très mauvais pronostic parce que la chirurgie sera forcément pas R0. Elle aura forcément, à la limite peut-être R1 et encore. Et donc ce patient sera malheureusement nécessitera une excentération artérielle. Pour les tumeurs intraoculaires, là je vais aller plus vite. La plupart des tumeurs intraoculaires pour lesquelles on a la plupart des malades sont des mélanomes intraoculaires. Là par contre, l'anatomie de l'œil fait qu'il n'est pas possible de faire de résection chirurgicale. Même pas du R0, non seulement on va laisser beaucoup de cellules tumorales en place, mais en plus, le fait que les instruments chirurgicaux actuels que l'on possède vont disperser les cellules tumorales, soit à l'intérieur du globe oculaire, soit à l'extérieur, et y compris dans l'orbite. Donc là, on est obligé de faire une radiothérapie exclusive. Les tumeurs les plus volumineuses sont encore malheureusement énucléées, parce qu'on va devoir délivrer un équivalent de 90 degrés sur le volume tumoral. Et si le volume tumoral fait la moitié de la qualité du globe oculaire, ça n'est pas supporté par le globe oculaire. Donc il y a encore des malades qui sont malheureusement énucléés. Il faut éviter toute biopsie préalable, sauf des cas un peu particuliers. Et on a deux techniques d'irradiation, à nouveau, les protons et la chimiothérapie. Pourquoi il faut éviter toute biopsie? Parce que par exemple, ce patient qui a eu ici un mélanome inférieur a eu une cytoponction avec une aiguille plutôt fine, 27 gauge, transclérale, et 5 ans plus tard, il a développé une récidive orbitaire avec une coulée qui a la fonction comme ça de l'orbite. Donc il y a des cellules tumorales qui ont quand même été ensemencées dans l'orbite. Le mélanome oculaire, ça grossit pas très vite, mais certainement. Ici, un mélanome choroïdien, vous voyez ici, qui a été traité par disque diode 125. Donc ici, vous avez le mélanome avant et le mélanome après, avec la régression à l'échographie du volume tumoral. Et voilà comment se présente un disque diode. C'est une plaque en or, avec des petites papes pour être suturées directement sur le globe oculaire. L'or va arrêter totalement le rayonnement, donc ça protège parfaitement la glande lacrymale qui se trouve quelque part par là, et les paupières, mais ça va irradier et délivrer la dose nécessaire, c'est-à-dire 90 degrés au sommet de la lésion. Le traitement par proton, lui, il va nécessiter d'abord un repérage pendant une intervention chirurgicale pour mettre des clips autour de la base de la tumeur. Ici, vous avez on a transluminé le globe oculaire, donc la lumière est arrêtée par le mélanome qui est très pigmenté, et des clips ont été placés autour de la base. Vous les avez là. Et ça va permettre de calculer le champ d'irradiation, là avec les clips ici et puis le volume qu'on va irradier. Et voilà le patient positionné dans la machine. Ici un exemple d'un mélanome choroïdien traité par proton. Donc il va avoir une très bonne régression du volume, vous voyez sur l'échographie. Par contre, on voit déjà l'apparition de complications post-radiques. Ça, c'est un de nos problèmes. C'est-à-dire qu'on va conserver l'organe, mais pas la vision, puisqu'on aura une neuropathie radique avec les doses qu'on délivre, et une maculopathie radique qui vont gréver sérieusement le pronostic visuel. Donc en conclusion, les progrès récents permettent la majorité des cas de préserver le globe, avec, dans certains cas, une certaine vision. Et ce, sans remettre en jeu pour l'excès vital. Et la prise en charge doit se faire dans un milieu spécialisé, avec une collaboration étroite, des discussions à RCT avec des oncologues radiothérapeutes. Sur quoi on doit baser nos progrès? C'est vraiment le problème de la protection de la glande lacrymale principale, parce que ça nous interdit d'irradier toute la partie supérieure de la paupière et de l'orbite antérieure, et la préservation de la fonction visuelle sur des tumeurs intraoculaires. Et donc les axes de réflexion et de recherche actuellement, c'est la protothérapie en mode flash et certains types de rayonnement en ce qu'on appelle des mini-beams qui vont permettre d'avoir la même dose mais en protégeant le tissu sain. Il y a aussi des réflexions sur les nanoparticules
que l'on pourrait mettre dans la tumeur pour augmenter sa radiosensibilité, donc délivrer moins de doses. Donc tout ça, c'est des axes de recherche dans le but d'avoir toujours le même pronostic vital, qui n'est pas toujours excellent, mais bon, mais surtout qu'on puisse essayer de préserver la qualité de la fonction visuelle. Je vous remercie. Est-il des questions dans la salle? Un très beau sujet. Nathalie? Un oncologue dans la salle? Moi, j'ai une question, si j'ai bien compris. À une époque, on faisait des endoresections, on ne les fait plus du tout. Ah si, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aurais été trop longue. Si, on les fait toujours, mais on les fait après avoir irradié le volume tumoral. Donc on a désactivé les cellules tumorales et ensuite on va aller nettoyer par voie endoculaire le résidu tumoral. Les équipes qui ont essayé de faire des endoresections sans avoir irradié avant ont publié des papiers merveilleux mais avec un recul de 1 an. Et des bruits de couloir montrent que les rechutes sont massives à l'intérieur de l'œil, voire dans l'orbite. Donc c'est vraiment pas conseillé. Et par contre, la pré-protension. Merci. Oui. Nathalie, je voulais vous demander si les mélanomes oculaires avaient bénéficié, au même titre que les mélanomes cutanés, d'immunothérapie. Alors, les mélanomes conjonctivaux, ils ont une biologie qui est proche du mélanome cutané. Donc, eux ont bénéficié des thérapies ciblées, puisqu'ils ont des mutations de BRAF, et de l'immunothérapie. Les mélanomes UVO, c'est-à-dire intraoculaires, n'ont pas du tout la même biologie, le même nom, et donc le spectre de mutation est totalement différent. L'immunothérapie ne marche pas dans le mélanome de l'UV, sauf des cas exceptionnels. La seule molécule qui a montré un début de progrès et donc d'espoir, c'est une molécule bispécifique qui va à la fois se présenter sur le groupe HLA-A2 et sur les récepteurs de mélanocytes qui s'appelle le T-bentafus, qui vient de faire l'objet d'une publication dans le New England Journal of Medicine et qui montre que ce médicament a enfin, pour la première fois de l'histoire, montré une augmentation de la survie de ces patients. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Est-ce qu'en cas de... J'ai une question, excuse-moi, je n'avais pas vu. Est-ce qu'en cas de récidive, vous êtes condamné à faire l'ablation totale de l'œil? Ou est-ce que vous avez encore des armes en réserve, purement, pas palliatives, mais conservatrices? Non, malheureusement, la plupart du temps, quand on a une rechute, on est obligé de faire une ablation de globe oculaire. Ça peut arriver de pouvoir réirradier, mais c'est encore plus mal toléré que la première irradiation. Hubert? Oui, je voulais vous demander, est-ce que c'est accessible à un chirurgien ophtalmo? Les cas simples, ils sont forcément tous les cas sont traités en centre spécialisé, avec une RCP à la clé, ou est-ce qu'il y a des centres, ça peut être traité de première intention? Normalement, il ne vaudrait mieux pas. Parce que les mélanomes de la conjonctive, par exemple, sont aussi graves qu'un mélanome cutané. Et s'ils n'ont pas été opérés dans les règles de l'art, et avec une irradiation immédiate si c'est invasif, le patient va rechuter, développer des métastases avec un risque de décès. Donc les tumeurs, c'est parce que ce sont des tumeurs ophtalmologiques, qu'elles sont moins graves qu'une tumeur d'un autre organe, et donc il est préférable que ce soit fait dans un centre spécialisé, référent. D'ailleurs il y a un réseau en France qui comprend un centre de référence national et des centres dispersés sur le territoire, et qui permet d'une prise en charge optimale de ces patients. Et donc il vaut mieux que ces patients soient pris en charge dans le réseau. Et combien de centres spécialisés? Alors il y a le centre national de référence est à Paris, mais après il y a Nice, le centre de protonthérapie de la Cassagne, puisqu'on a en France on a la chance d'avoir 2 centres de protonthérapie pour l'œil. C'est d'autres centres de protonthérapie, mais qui ne font pas l'œil. Ils sont Nice et Orsay. Ensuite il y a Strasbourg, il y a Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, enfin bref, on a un maillage qui est à peu près satisfaisant. Oui, compte tenu de la rapidité d'évolution de ces tumeurs, quand on a un patient qu'on voit en consultation et qu'on a besoin d'adresser, c'est le problème de la rapidité. Donc, est-ce que Curie est équipé actuellement pour recevoir rapidement des patients qu'on a besoin d'adresser justement? Le délai moyen de consultation à l'Institut Curie, c'est 1 semaine, 15 jours maximum.
Merci. Et on y tient. Et un retour rapide. Et un retour. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Nathalie.